Réseau international des AMAP. C'est un mouvement social et nous travaillons avec les autres mouvements sociaux à travers le monde pour justement une justice alimentaire et la souveraineté alimentaire. Alors, quelle est la problématique auquel on doit faire face aujourd'hui? Essentiellement et historiquement, les régimes alimentaires font partie de notre patrimoine et sont reliés donc à la souveraineté alimentaire, qui est le droit des peuples de décider par eux-mêmes de ce qu'ils veulent cultiver et manger. Mais les systèmes alimentaires actuels font partie de la gouvernance internationale et globale de l'agriculture et de l'alimentation, avec la commodification des semences, des intrants, c'est-à-dire des pesticides et des engrais, et des aliments qui sont vendus en supermarché, qui sont ultra transformés, ce qui est loin, loin, loin d'être la souveraineté alimentaire, ni la justice sociale et climatique. On vit dans un système où ce sont les 1% de riches qui bâillonnent nous autres, les 90% de la population. Tout ça, ça fait partie des inégalités qui sont insupportables. Donc, nous devons faire des choix très importants. Est-ce qu'on veut un système alimentaire et une agriculture qui ressemble à ceci, avec des sols sans valeur nutritive, avec des aliments empoisonnés par les OGM et par les pesticides, ou est-ce qu'on veut un système alimentaire collectif où on participe en local à avoir des sols qui sont riches en microbiome, qui sont des sols qui nous nourrissent, et avec une agriculture qui combat le changement climatique? Ça veut dire le changement climatique, c'est l'agriculture industrielle par rapport à l'agriculture paysanne. Si on prend l'agriculture industrielle, elle représente aujourd'hui 14,5% des gaz à effet de serre. Et si on inclut les externalités, c'est-à-dire le packaging en plastique et tout, c'est plus de 20% des gaz à effet de serre. Or, l'agroécologie et l'agriculture paysanne peuvent réduire ça à presque un taux de 0. Au contraire, les sols peuvent capter et séquestrer le carbone quand on est en agriculture paysanne. Donc, veut-on une monoculture comme l'image que je vous ai montrée, ou une polyculture qui enrichit les sols et nos régimes alimentaires? Est-ce qu'on veut des externalités où des personnes dans le sud de l'Espagne et ailleurs sont payées des salaires de misère, vivent dans des conditions d'esclavage, où l'agriculture produit le changement climatique, ou est-ce qu'on veut quelque chose qui est raisonnable et qui combat en local et qui construit des systèmes alimentaires durables? Si on veut des systèmes locaux, durables, agroécologiques, il faut ensuite qu'on ait des intrants qui correspondent à ça, non pas des produits chimiques, mais des pesticides qui sont fabriqués naturellement à base de plantes, ou qu'on ait des plantes qui aident à pousser les autres plantes et qui repoussent les nuisibles, les insectes qui mangent les plantes. Est-ce qu'on veut une agroécologie? C'est à la fois une science, une pratique et avant tout un mouvement social. Si on regarde les systèmes alimentaires durables, les AMAP, les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne, qui en anglais sont Community Supported Agriculture, au Québec, c'est l'ASC, enfin, les noms varient à travers le monde. C'est quelque chose qui a démarré au Japon à la fin des années 60, début des années 70, par le Teikei, qui est
l'alimentation avec le visage du producteur dessus. Ça, c'est le vecteur aujourd'hui du changement social et à la fois aussi qui produit une très faible empreinte de carbone. Parce qu'on est en local, on est en production saine entre paysans et consommateurs. D'ailleurs, on dit dans les AMAP qu'on est en coproduction. Est-ce qu'on veut aussi que les achats publics deviennent verts? C'est la responsabilité alors des autorités locales. Les autorités locales peuvent décider d'acheter auprès de paysans regroupés sur le plan local. Et on peut même aller plus loin et faire de l'alimentation un bien commun. Si on prend la ville dans le sud-est de la France qui s'appelle Mouans-Sartoux, la municipalité a utilisé des terres municipales, a employé un producteur et complètement en production biologique pour toutes les cantines scolaires de la ville et sans coût rajouté pour les parents. La diminution des pertes et des déchets a compensé le coût additionnel d'être en production agroécologique, voire certifiée bio. Alors, comment peut-on éviter les scandales alimentaires? Si on regarde, ça n'arrête pas au niveau de l'alimentation industrielle. Il y avait la viande à cheval. Il y a quelques semaines, j'ai entendu parler de poulet qui n'était même pas du poulet, qui était vendu. Exactement. Donc, comment peut-on éviter cela? C'est en connaissant son producteur, en étant sur un système où les petits paysans, les producteurs locaux, sont connectés à leurs marchés locaux. Pour faire cela, il nous faut une politique alimentaire qui correspond à la possibilité de le faire. Donc, au niveau local, au niveau national et au niveau international. Et au niveau d'urgence avec les autres mouvements sociaux, comme la Via Campesina, qui est le réseau international dont la Confédération paysanne en France fait partie, nous avons réussi à avoir une politique au niveau des Nations Unies, dans l'agence du Food and Agriculture Organization, la FAO, qui s'appelle « Connecter les petits producteurs au marché », qui justement permet d'encadrer ces achats en local et de favoriser la production et consommation locale. Mais quelle est la réalité mondiale aujourd'hui? 20 multinationales contrôlent la chaîne alimentaire. Les 3 multinationales les plus importantes contrôlent plus de 50% des semences. 4 multinationales contrôlent plus de 99% de la matière reproductive animalière. 10 multinationales contrôlent 50% des engrais. 4 traders contrôlent 75% du marché céréalier et 11 contrôlent 30% de la transformation alimentaire. Donc, le défi est de taille. Et derrière tout ça, ce sont ces multinationales qui font du lobbying pour rester en place. Or, nous, on se bat pour maintenir une stabilité du climat. C'est ça le défi. C'est ça la réalité. Donc, il faut aller là où eux, ils font du lobbying pour faire pression sur les autorités pour faire en sorte qu'il y ait une législation qui corresponde à notre possibilité et aussi passer outre parce que les AMAP ne dépendent pas forcément d'une législation. On peut créer les AMAP sans soutien législatif. Et les AMAP aujourd'hui dans le monde, ça représente 3 millions de personnes de la Chine à Chicago. Vraiment, on est partout dans le monde. Quelques autres chiffres. 1 personne sur 10 souffre de malnutrition.
Le rapport qui a été soumis aux Nations Unies en juillet dernier à New York montre que la faim dans le monde augmente d'année en année. Ça fait 2-3 ans qu'il y a une augmentation et non pas une diminution. 30% de la population mondiale est en surpoids ou obèse. Pourquoi? À cause de trop de sucre, trop de matières grasses dans les aliments ultra transformés, vendus essentiellement à bas coût par les supermarchés. Une personne sur 5, 20% de la population dans les pays développés comme la France, n'a pas assez de moyens pour manger 3 repas par jour, ni de se payer des fruits et légumes frais. Et environ 15% de la population à travers l'Europe a besoin de fréquenter les banques alimentaires ou avoir recours à des bons alimentaires. C'est énorme. C'est énorme. Ça veut dire que vous et moi, on connaît tous et toutes des personnes qui sont en difficulté de manger une alimentation saine. Pourtant, 70% de notre alimentation est produite par l'agriculture paysanne. Tout le monde peut se procurer des aliments locaux ou les marchés paysans locaux. Alors, non pas les marchands qui vendent des haricots verts importés du Kenya quand on peut produire des haricots verts en saison ici. Les lotissements, les jardins collectifs. Beaucoup de gens peuvent aussi être en autoproduction pour une partie de leurs fruits et légumes avec des petits jardins ou même sur leur balcon. Bien sûr, les AMAP dont j'ai déjà parlé. Après, on a les coopératifs locaux de producteurs. On a de plus en plus de magasins de producteurs, de magasins de produits solidaires et de vente à la ferme. Donc, on a tout un rayon de possibilités pour acheter vraiment du local agroécologique. Alors, pour vous donner 2-3 mots sur le mouvement de la souveraineté alimentaire, elle est née à la fin des années 1990 avec la création justement de la Via Campesina qui est le syndicat international paysan. Et ensuite, en 2007, nous nous sommes réunis au Mali dans un village construit exprès qui s'appelle Nyeleni. C'était la première rencontre mondiale de tous les secteurs de la souveraineté alimentaire. Les agriculteurs, les pêcheurs, les pastoralistes, les peuples indigènes, les femmes, les jeunes et les consommateurs. Pourquoi ces secteurs? Parce que ce sont les secteurs reconnus par les Nations Unies. Et il faut savoir aussi que tout ce que je dis aujourd'hui sur l'agriculture est aussi valable sur la pêche. Même si je parle peu des pêcheurs, je viens d'un village de pêche et je suis très sensible. Par exemple, on va mettre en œuvre à Urgency tout un projet sur les AMAP poissons. Donc, en 2015, on s'est réunis au Mali pour le premier forum international sur l'agroécologie. Et un extrait de la déclaration finale, que j'ai peut-être mal traduit, mais que j'ai traduit rapidement ce matin, c'est construire les économies locales, promouvoir les marchés et produits locaux, soutenir le développement d'infrastructures financières, institutions et mécanismes de soutien alternatifs pour les producteurs et les consommateurs, restructurer les marchés alimentaires par de nouvelles relations de solidarité entre producteurs et consommateurs, développer des liens avec les expériences de l'économie solidaire. Et là, on arrive à la question clé de cette petite conférence. Quelle économie voulons-nous? Nous ne pouvons pas combattre le changement climatique
tant que nous ne changeons pas de système économique. Le néolibéralisme d'un côté ou une redistribution collective au sein de systèmes solidaires avec des résultats collectifs. Il existe un modèle qui est le modèle dit des parties prenantes, où on met tout le monde autour de la table et on discute, y compris avec les supermarchés, les grandes entreprises, etc. Ça, pour moi, ce n'est que verdir le capitalisme. C'est pas comme ça qu'on arrivera à changer. Même s'il faut parfois discuter, il faut quand même des solutions un peu plus radicales. L'économie solidaire et la souveraineté alimentaire représentent le changement systématique et font partie de l'agroécologie, ce qui est aujourd'hui consacré dans les 10 éléments de l'agroécologie de la FAO. Et la souveraineté alimentaire et l'agroécologie doivent inclure un changement de paradigme économique. Sinon, on n'arrivera jamais à stopper le changement climatique. Alors, l'économie solidaire, c'est quelque chose qui peut s'appliquer à tout domaine économique. On a la gestion collective des terres, de l'aménagement du territoire. On a la gestion communautaire des énergies, de l'eau, des finances, du système alimentaire, de l'éducation, de la santé, de la culture. Tout est possible co-géré entre nous, la population, et nos autorités locales et éventuellement nationales. Mais encore une fois, quels sont les défis? À quoi on doit se confronter là? Il y a la répression. Regardez ce qui se passe aujourd'hui au Brésil. Les peuples indigènes commencent à être massacrés. Les mouvements de sans-terre sont virés de leurs terres, voire assassinés. Tous les gens qui défendent l'environnement, que ce soit aux Philippines, au Brésil ou ailleurs, risquent aujourd'hui l'assassinat. Il faut le savoir. Il y a un non-respect de la législation, il y a une violence, il y a un non-respect surtout des droits humains qui grandit. Il faut savoir que les droits humains sont indivisibles. Le droit à l'alimentation, c'est le même droit que le droit à logement, que le droit à l'éducation, que le droit aux santé. Et c'est pour ça que nous travaillons avec tous les mouvements sociaux ensemble, de front, pour combattre tous les éléments. Il y a la trahison des élus, il y a les traités transatlantiques et autres qui vont permettre justement à ces multinationales, ces grandes entreprises dont je parlais, à mieux régner au détriment de nos systèmes alimentaires et l'agriculture paysanne. Il y a la capture de nos réussites en termes de législation, en termes d'agroécologie, en termes de chaînes de distribution courtes. Moi, j'ai vu de grands supermarchés vendre des paniers à la semaine et dire c'est moins contraignant que les amas. Ah ben oui, mais les bénéfices, c'est pas pour le producteur. Or, les producteurs se suicident s'ils ne peuvent pas s'en sortir. Et aujourd'hui, le soutien à l'agriculture paysanne et la consommation directe est essentielle pour combattre cette capture. On a ce qu'on appelle le greenwashing, c'est-à-dire verdir le système, et le bluewashing, qui est la même chose par rapport aux océans. On a la compartimentalisation des institutions qui ne se parlent pas et leur incapacité de s'adapter rapidement à un système qui change vite et à une situation qui change vite et qui est très complexe. L'autre défi pour nous, c'est que les mouvements sociaux travaillent
de manière consensuelle. Il faut du temps pour discuter. Or, il faut plus vite, les décisions doivent se prendre. Non, il nous faut du temps pour l'autodétermination au sein des mouvements. Et il faut aussi un accès au financement. Ça, c'est une autre bagarre. Parce que des financements sont accaparés par les grandes entreprises, directement ou indirectement. Alors, dans tout cela, les autorités locales jouent et doivent jouer un rôle vraiment central en termes d'engagement. Parce que la législation cadre existe. En France, il existe le réseau des territoires pour l'économie solidaire, le RTES. Des villes aussi grandes que Lille en font partie. Et là, effectivement, nous avançons rapidement sur la souveraineté alimentaire et sur un combat efficace contre le climat. Il existe aussi une très large délégation des pouvoirs. L'aménagement du territoire est quelque chose de local. Ça veut dire que les ceintures vertes autour des grandes villes peuvent être préservées pour nourrir les villes. Mais la tendance, c'est que les villes grandissent et bouffent ces terres qui doivent continuer à nous nourrir en local. Donc, le rôle des autorités locales est absolument critique et clé à travers le monde. Que ce soit à Bamako, au Mali, que ce soit ici à Bordeaux ou ailleurs. Ce sont les ceintures vertes qui peuvent continuer à nous nourrir. Donc, il faut utiliser la possibilité législative qui existe pourtant pour préserver ces ceintures vertes, pour préserver et augmenter les achats publics auprès des collectifs locaux et à mettre en place des politiques de plus en plus importantes qui vont dans ce sens-là. Ça implique quoi? Ça implique une participation active citoyenne et une gouvernance participative, que ce soit à travers les budgets participatifs, des conseils alimentaires ou des fiduciaires foncières qui préservent justement ces terres. Les achats publics solidaires sont importants pour reconstruire un système alimentaire local et durable comme dans le temps. Les communautés sont fortes localement, mais ils doivent se réseauter, d'où l'importance d'être en réseau avec d'autres villes et d'où l'importance pour nous au niveau AMAP d'être en réseau régional, national et international, et ainsi de suite pour tous les mouvements sociaux. Alors, les questions clés. Où et comment est produite notre alimentation? Est-ce que les consommateurs peuvent se la procurer, acheter en dehors du système industriel des supermarchés? Quels sont les impacts d'une société de plus en plus urbanisée? Quelles sont nos options? Quel système de gouvernance pour ces alternatives? Et la dimension nutritionnelle, une salade, une fois coupée, en 3 jours, perd 30% de ses vitamines. Donc, il faut consommer local pour manger une alimentation en termes de nutrition qui soit vraiment valable. Et comment transitionner des aliments industriels à bas coût, la pauvreté des producteurs, un système alimentaire abordable, sain et juste et qui combat le climat. Alors les réponses, je vous ai déjà dit, les AMAP, mais pas que. Chaque AMAP partage les risques et les bénéfices. Il y a des chartes. On utilise l'agroécologie et on construit la solidarité en local. Il y a une empreinte carbone minimale. On est en chaîne alimentaire directe, voire très court, entre le producteur et le consommateur. On mange une alimentation qui est locale, qui est saine, qui est saisonnière. Et on a une possibilité de travailler avec les autorités locales pour des solutions d'inclusion sociale pour ceux qui sont marginalisés à travers des monnaies locales, à travers
des bons alimentaires échangeables dans les AMAP et d'autres éléments qui existent déjà ailleurs. On peut avoir des paiements divers et variés. Je n'ai pas le temps de vous détailler, mais il existe au moins une dizaine de méthodes différentes pour faire des systèmes de paiement inclusifs. Et ensuite, le travail, bien sûr, au niveau du plaidoyer local, national et international. C'est tout cela qui permet d'avoir une régénération urbain-rural et une coopération à travers ces partenariats locaux et solidaires que sont les AMAP. Parce que l'agroécologie est basée d'un côté sur un pied, c'est la souveraineté alimentaire, et l'autre pilier, c'est l'économie solidaire. Alors, les 10 éléments de l'agroécologie reconnus aujourd'hui par la FAO, et croyez-moi, c'est le combat de pas mal de gens pour en arriver à cela, mais c'est une des grandes réussites, c'est la diversité, la co-création et le partage des connaissances, les synergies, l'efficience, le recyclage, la résilience, les valeurs humaines et sociales, la culture et les traditions alimentaires, une gouvernance responsable et l'économie solidaire et circulaire. Et on a réussi à le placer vraiment et à le faire reconnaître au niveau donc des Nations Unies. Les bénéfices au niveau local, c'est la nourriture saine et faire confiance à l'autre, à ses coproducteurs et aux producteurs. Une nourriture kilomètre zéro ou presque, avec peu ou pas du tout de packaging, une agriculture écologique, des systèmes locaux d'agroécologie, la reconstruction d'une économie locale et la décommodification de l'alimentation. On ne spécule plus sur les aliments. Une éducation alimentaire au sein des écoles, dans les cantines et avec des jardins scolaires. Et en finir avec une agriculture et une alimentation industrielle avec la protection des terres contre l'accaparement par les grandes entreprises, directement ou indirectement. Ce qui veut dire en somme le droit à l'alimentation qui fait partie des éléments clés de la souveraineté alimentaire, tout comme la lutte contre le changement climatique. Parce que si le climat change radicalement, on n'aura plus accès à une alimentation. Tout sera cramé. Donc le droit à l'alimentation passe clairement par l'agroécologie et les systèmes alimentaires durables et locaux. Il s'agit d'un mouvement populaire. Il nous faut des politiques qui soient aussi claires et des stratégies et des alliances. Nos positions sont toujours co-construites avec les autres mouvements sociaux. On est sur des positions qui sont consensuelles au sein des mouvements sociaux. Et ça, c'est le résultat de beaucoup de travail, d'échanges, de discussions internes et d'alliances qui sont là depuis des années. Et nous avons des stratégies pour la construction de ces alternatives, vous l'avez vu. Nous travaillons aussi pour qu'il y ait des politiques institutionnelles qui soient mises en place. Ça repose sur quelles préoccupations? La justice sociale, alimentaire, climatique, l'agroécologie, relier les producteurs au marché, relier l'urbain et le rural, préservation des biens communs, la terre, l'eau et les semences. Et la construction des mouvements transversaux, pas seulement sur la base du système alimentaire, mais le mouvement climatique. Urgency fait partie des membres de l'action non violente COP. Donc c'est important qu'on soit relié aux autres. La production, la distribution et la consommation doivent être reliées locales et les systèmes alimentaires doivent être co-gérés par nous et les autres acteurs, c'est-à-dire les producteurs, les consommateurs, éventuellement les magasins et les autorités locales.
Il nous faut donc des systèmes à faible empreinte carbone, solidaires et adaptés aux besoins locaux, c'est-à-dire la souveraineté alimentaire en action. Donc, changeons le système et pas le climat. Et merci à vous. Alors, si vous avez des questions...